Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de nous choisir. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Le Togo traverse cette année une saison pluvieuse particulièrement désastreuse. Le 12 juin, plusieurs quartiers de la capitale ont été inondés par de fortes précipitations. Qu'est-ce qui expliquerait une telle situation? Des explications tout à l'heure dans cette édition. Rappel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile en ce qui concerne la vente et la consommation du chicha. Sur l'ensemble du territoire togolais, Yark Damhan a tenu à rappeler que l'usage, la commercialisation, la culture des substances hallucinogènes sont formellement interdites au Togo. Les détails dans ce journal. Au-delà de nos frontières, en République démocratique du Congo, le corps sans vie du député opposant Chérubin Okandé a été retrouvé à Kinshasa ce jeudi. Il s'agirait, selon les informations, d'un assassinat par balle. Le défunt avait été enlevé la veille, toujours selon des médias du pays. Actualité en Tunisie, deux opposants politiques de premier plan ont été remis en liberté dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Il s'agit de Chaima Issa et de l'ancien ministre Laza Akrimi, tous deux arrêtés en février dernier dans le cadre d'une enquête pour complot contre la sûreté de l'État. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition. Restez avec nous, les précisions tout à l'heure. Vous le savez, Lomé a connu des pluies ces derniers jours et celle du 12 juin reste exceptionnelle. Plusieurs zones ont été inondées, même celles qui n'en ont jamais connu auparavant. Une situation qui remet en cause le plan directeur d'assainissement de la ville de Lomé. Le reportage qui suit en parle, il est signé Kofi Klégué. Les pluies que connaît le Togo dans ces derniers jours révèlent les failles du plan directeur d'urbanisme et d'assainissement de la ville de Lomé. Celles du 12 juillet dernier ont mis les autorités devant les faits accomplis. Plusieurs zones inondées, même celles qui n'avaient jamais connu d'inondation auparavant. En avril 2022, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière avait annoncé que le Grand Lomé et 48 autres communes disposent d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Si le Grand Lomé dispose d'un schéma d'aménagement et d'urbanisme et que même les faibles précipitations causent des inondations, on se demande si ce plan a été respecté dans son exécution. Il est vrai que la mauvaise gestion des déchets solides sont aussi une cause non négligeable des inondations. Cependant, le ministère a aussi reconnu que ces 46 communes ne disposent pas encore de schéma et les dispositions étaient en cours d'être prises. Si le ministère a en charge l'élaboration du plan d'assainissement, il a aussi l'obligation de réviser ce plan pour l'adapter à la réalité. Aujourd'hui, il est clair que le schéma de Lomé ne répond plus aux attentes. Besoin de le reviser. Par ailleurs, le plan directeur actuel de la ville de Lomé remonte à 2004. Les conséquences de ces précipitations ont été très désastreuses pour les personnes touchées. Dans le reportage qui suit, nous nous intéressons, en plus des dégâts occasionnés par ces pluies diluviennes, à un autre aspect tout aussi important qu'est la santé de toutes ces familles sinistrées. Nadège Arlija pour les détails. Des détenues d'eau remplies et débordées, des dépôts d'ordures touchés, inondations dans les maisons, sur les voies, un peu partout, le tout représentant des cadres pas vivables. C'est ce qu'a entraîné la dernière pluie en particulier. Triste réalité, elles sont nombreuses ces familles affectées par cette situation dans les différentes localités de la capitale. En plus des dégâts causés qui sont nombreux, la santé des populations environnantes est également en danger, que les conditions sont loin de favoriser une bonne santé. Partons sur la base que les saisons de pluie sont généralement marquées par la rage de certaines maladies. Cette situation décrite ne fait qu'exposer encore plus les victimes. Les risques qu'elles courent dans ce cas sont énormes. En dehors du fait qu'elles soient déjà vulnérables au paludisme, elles sont également exposées à des maladies telles que le choléra, le rhume, la grippe et bien d'autres maladies infectieuses. Prenons en compte le fait qu'il y en aura probablement d'autres grandes pluies comme annoncé par l'Agence nationale de la météorologie. Il est important que le gouvernement en tienne compte dans les dispositions qu'il prend. Les familles victimes elles-mêmes, bien qu'étant déjà abattues et démoralisées, doivent faire attention et observer certaines bonnes manières pour leur propre bien, étant donné que la santé est primordiale.
Dans la perspective de préserver l'intégrité des routes et de renforcer la sécurité routière au Togo, le gouvernement annonce des sanctions à l'encontre des transporteurs ayant modifié les gabarits de leurs camions. Ces derniers ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour se conformer aux normes en vigueur. Elodie Chabré, le point. Au Togo, les transporteurs routiers qui ont modifié les gabarits de leurs camions pour charger plus de marchandises qu'autorisées ont un mois de plus pour se mettre aux normes. La date butoir avait été fixée au 30 juin, mais ce sera finalement à partir de fin juillet que ces camions modifiés ne pourront plus rouler sur les routes togolaises. En effet, cette décision ressort d'un communiqué commun des ministres de la Sécurité et des Transports pour appeler au respect du règlement 14 du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui a fixé les gabarits des camions de transport. En outre, ces camions modifiés représentent également un risque accru d'accidents mortels sur les routes. Par ailleurs, les autorités reconnaissent les difficultés auxquelles sont confrontés les transporteurs qui cherchent à répondre à la concurrence en augmentant leur capacité de chargement. Soulignons que la lutte contre les camions modifiés vise à préserver l'intégrité des routes et à renforcer la sécurité routière au Togo. Prise de conscience collective, coopération avec les forces de l'ordre et de sécurité sont entre autres les termes très souvent utilisés par les autorités togolaises pour amener la population à collaborer à l'éradication du fléau de la drogue et à la protection de la jeunesse. L'usage, la commercialisation, la culture des substances hallucinogènes sont interdites au Togo. Reportage. En raison de leurs conséquences sur l'individu et leurs multiples effets néfastes sur la société et surtout la jeunesse, les autorités togolaises ne ménagent aucun effort dans la lutte contre les drogues de tout genre sur le territoire national. Si un communiqué datant de février 2023 interdit la vente et la consommation des stupéfiants sous toute forme, aucune occasion n'est manquée pour rappeler les contrevenants à l'ordre sous peine de poursuite conformément aux lois en vigueur. Détenir, acheter, consommer ou cultiver des plantes et substances classées stupéfiants ou psychotropes expose à des sanctions conformément au nouveau code pénal togolais. La loi n'épargne guère l'incitation et la provocation par n'importe quel moyen à l'usage illicite des drogues ou des substances présentées comme ayant les mêmes effets ou non. La possession et la fourniture des inhalants chimiques et toxiques aux mineurs, la vente et la consommation de chicha sur et dans les lieux publics exposent à la rigueur de la loi. L'objectif derrière ce dispositif étant d'éradiquer le fléau de la drogue, rappelons également que l'alcool, étant classé parmi les substances nocives à la santé, son abus entraînant une ivresse publique est manifeste de même que son offre aux mineurs sont formellement interdits. Les corps abandonnés au CHU Sylvanus Olympio de Lomé persistent et constituent un réel casse-tête pour l'administration hospitalière. Ces corps abandonnés pendant plus de 2 mois seront finalement inhumés dans de fosses communes si les parents ne se soumettent pas aux formalités pour le retrait des corps dans les délais. Bernard Quinvy pour les précisions. Les corps abandonnés à la morgue du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé depuis plus de 2 mois seront bientôt inhumés. Selon un communiqué du directeur de l'hôpital, l'on assiste depuis un moment à une recrudescence d'abandon des corps à la morgue de ce centre hospitalier. En effet, ces corps déposés et délaissés augmentent de jour en jour, occasionnant la saturation complète de la capacité d'accueil de ce service. Ces cadavres non seulement saturent complètement la capacité d'accueil de la morgue compte tenu de la durée extrêmement longue de leur conservation, mais également mettent à mal les conditions d'hygiène et de conservation des corps. Il est donc impératif que les familles aillent retirer les corps de leurs proches abandonnés à la morgue du CHU de Lomé. Dans le cas contraire, ils seront enterrés dans une fosse commune selon le directeur de l'hôpital, le lieutenant-colonel Yao Apelete Agbobli. Avant qu'ils ne soient inhumés, ils vont recevoir l'autorisation du procureur de la République. Actualité au-delà de nos frontières à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, au moins 6 personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'une pirogue mercredi dernier. Une information communiquée par des médias locaux et qui fait également état de 4 rescapés pour le moment. Le bilan pourrait s'agrandir. Une embarcation transportant des migrants sénégalais a chaviré à Saint-Louis, au nord du Sénégal, sur une route maritime à destination de l'archipel espagnol des Canaries.
Au moins 8 personnes ont péri, mais selon les médias locaux, le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. En visite à des blessés hospitalisés, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diomé ne s'est pas prononcé sur le nombre de passagers qui se trouvaient à bord du bateau. Vous avez parlé d'enquête. Qui parle d'enquête doit attendre les résultats avant de se prononcer sur un bilan définitif. Mais pour l'instant, ce qu'on peut déplorer, c'est d'abord 8 corps sans vie qui ont été repêchés, 4 blessés, et l'enquête avec l'audition des personnes rescapées permettra d'avoir beaucoup plus d'éléments sur le nombre qui était à bord. Selon l'ONG Caminando Fronteras, qui tient ces informations des appels de migrants ou de leurs proches, 3 autres embarcations parties du Sénégal et transportant au total plus de 300 migrants sont toujours portées disparues. L'une d'entre elles est partie le 27 juin de Kafountine avec quelques 200 personnes à bord. À ce jour, il y a 276 Sénégalais qui se trouvent dans un centre de rétention au niveau de Dakhla. Et le ministre des Affaires étrangères, avec ses équipes, mais aussi en rapport avec les autorités mauritaniennes et marocaines, s'emploie à leur convoiement de façon saine et sauve ici au Sénégal. Caminando Fronteras a réagi dans un communiqué affirmant que les sauvetages mentionnés par le gouvernement sénégalais correspondaient à d'autres bateaux ayant également quitté les côtes sénégalaises, mais pas à ceux qui avaient à leur bord les 300 personnes recherchées. Découverte macabre en République démocratique du Congo ce jeudi, Chérubin Okandé, un député de l'opposition du pays et partisan du mouvement de Moïse Katumbi, a été retrouvé mort dans sa voiture, criblé de plusieurs balles. Reportage. Le corps sans vie de Chérubin Okandé, ancien ministre, député national et cadre d'ensemble le parti de Moïse Katumbi, a été retrouvé jeudi criblé de balles dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa. Selon ses proches, il n'avait plus donné de ses nouvelles alors qu'il s'était rendu mercredi matin à la Cour constitutionnelle de la capitale congolaise. Chérubin Okandé, 61 ans, avait démissionné en décembre de l'année dernière de son poste de ministre des Transports après le départ du parti Ensemble de la majorité au pouvoir. Moïse Katumbi, le président de cette formation politique et candidat déclaré à la présidentielle à venir en RDC, a dénoncé un assassinat politique visant à réduire l'opposition au silence, alors que le président congolais Félix Tshisekedi a demandé à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier afin, dit-il, de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. 7 dirigeants des pays voisins du Soudan sont revenus sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Ils ont appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts en ce qui concerne la livraison, la fourniture d'aide humanitaire aux civils restant dans le pays frappé depuis plus de 3 mois déjà par des affrontements entre l'armée régulière et les forces paramilitaires. Le point. Réunis au Caire, dans le cadre d'un sommet pour résoudre la crise soudanaise, les 7 dirigeants des pays voisins de la nation en guerre ont réclamé jeudi l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés. Nous exprimons notre profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire au Soudan et condamnons les attaques répétées contre les civils, les établissements de santé et les services publics. Nous appelons les dirigeants de la communauté internationale à redoubler d'efforts pour fournir l'aide humanitaire nécessaire et remédier à la grave pénurie de denrées alimentaires et de fournitures médicales au Soudan, afin de réduire les graves répercussions de la crise sur les civils innocents. L'Égypte, grand voisin du Nord, a reçu le plus gros contingent avec plus de 255 000 réfugiés, suivi du Tchad et du Soudan du Sud. Un accord a été conclu pour former un mécanisme ministériel concernant la crise soudanaise au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays voisins. Sa première réunion se tiendra au Tchad pour prendre les mesures suivantes: mettre en place un plan de travail exécutif comprenant des solutions pratiques et applicables, arrêter les combats et parvenir à une solution globale à la crise soudanaise par le biais d'une communication directe avec les différentes parties soudanaises, en coordination avec les mécanismes existants de l'autorité intergouvernementale pour le développement et de l'Union africaine. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a exhorté la communauté internationale, qui avait promis 1,5 milliard de dollars lors d'un sommet en juin, à tenir ses promesses.
Actualité en Tunisie, Chaïma Issa, membre de la principale coalition d'opposition tunisienne, et l'ancien ministre Lazare Krémi ont été arrêtés et enfermés en février dernier. Dans la nuit d'hier à ce matin, tous les deux ont été remis en liberté. Reportage. Deux opposants au président tunisien Kais Saied ont été libérés. L'un d'entre eux, Chaïma Issa, membre de la principale coalition d'opposition, le Front de Salut National, a passé plus de 5 mois en prison. Elle avait été arrêtée en février avec l'ancien ministre Lazare Krémi. Tous deux faisaient partie de la vingtaine de personnalités de l'opposition, des médias et du monde des affaires arrêtés ce mois-ci pour conspiration contre la sécurité de l'État. La première chose que je voudrais dire, c'est que je ne peux pas nier mon bonheur d'être libre. Mais c'est un bonheur incomplet, c'est un bonheur avec beaucoup de douleur parce que l'injustice que j'ai subie est encore subie par mes amis qui sont encore à la prison. Je ne peux donc pas être heureuse tant qu'ils sont en prison. Sans discriminer ou exclure tous les prisonniers politiques, les Tunisiens doivent savoir que mettre les opposants en prison ne résoudra pas leurs problèmes. En pleine crise financière, la Tunisie est à la recherche d'une aide étrangère. Et mercredi, des parlementaires européens ont exprimé leur opposition à tout accord inconditionnel entre l'Union européenne et la Tunisie, citant les excès du président Kais Saied. Ils ont appelé les autorités tunisiennes à libérer les opposants arbitrairement emprisonnés, à défendre les droits des citoyens tunisiens et à soutenir leur lutte pour la démocratie. Au-delà du continent africain, à présent, 800 migrants à bord d'un navire ont réussi à atteindre les côtes sud de l'Italie. Ceci après avoir été secourus par les gardes-côtes italiens au large de Lampedusa. Retour sur les événements. Le navire des gardes-côtes italiens, CP 940, est arrivé dans le port de Reggio Calabria jeudi matin avec 800 migrants à bord, dont, selon certaines informations, les parents d'un enfant dont le corps a été retrouvé mort au large de Lampedusa. L'enfant aurait entre 4 et 6 ans, mais son âge reste incertain. Environ 550 migrants ont débarqué dans le port de Reggio Calabria dans la matinée, tandis que les 250 autres débarqueront à Messine. De retour au bercail pour parler sport, le colonel Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, est désormais membre du comité exécutif de la Fédération africaine de football. Il a été élu hier jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire lors de la 45e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Reportage. Le Togo fait désormais partie du comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, à travers le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akpovi. En effet, lors de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, tenue ce jeudi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Guy Akpovi est élu pour un mandat de 4 ans au sein du comité exécutif. L'élection du représentant togolais est facilitée suite au désistement de Lazare Bansé du Burkina Faso. Aussi, l'on peut parler d'une double élection pour le Togo au sein de la CAF, car un autre Togolais, en la personne de Noureddine Assindou, est également élu vice-président de la commission d'audit et de conformité. Selon le président de la FTF, cette élection est un honneur et un appel à travailler pour le développement du football togolais. Cette double élection a fait également réagir la ministre des Sports, Lydie Bessikama. Selon elle, cette ascension de Guy Akpovi et de Assindou Noureddine va contribuer au processus de développement du football au Togo. Rappelons que l'élection de Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, au sein de ce comité exécutif de la CAF, est pour le compte de la zone UFOAB. Ainsi se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de soirée chez vous.